Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Géraldine Chalancon. Bonjour à tous et toutes. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin Aubry, vous êtes architecte urbaniste, diplômé de l'école d'architecture de Versailles en 2011. Vous travaillez au sein de Yudo, qui est une start-up que vous avez cofondée avec 2 collègues. Vous vous intéressez au sujet de l'habitat pavillonnaire depuis longtemps, depuis toujours même, puisque vous avez grandi vous-même dans un quartier d'habitat pavillonnaire en région parisienne. Au cours de vos études, vous avez eu l'occasion de faire différents séjours au Japon qui ont constitué un tournant pour vous, qui vous ont marqué, notamment par cette capacité à transformer la ville par de petits projets à des échelles humaines. C'est nourri de cette expérience que vous avez contribué à monter un projet dans le cadre de Faire Paris en 2018, qui a donné lieu à une exposition au pavillon de l'Arsenal. Cette exposition a été l'occasion de présenter 8 projets de propriétaires sur la ville d'Arcueil pour faire évoluer leur pavillon. Et à la suite de cette exposition, vous avez créé Yudo, donc, qui est une start-up qui a vocation à accompagner les propriétaires dans la transformation de leur pavillon. Le développement de l'habitat pavillonnaire est une question qui peut être sensible. On l'a vu d'ailleurs récemment avec la polémique qui a suivi l'intervention de la ministre en charge du logement sur les enjeux de limitation de l'artificialisation des sols. Mais c'est aussi un sujet d'inquiétude parce que ces quartiers d'habitat pavillonnaire se sont beaucoup développés dans les années 60, 70 et aujourd'hui, ils sont marqués à la fois par le vieillissement de leurs occupants, par des niveaux de consommation énergétique relativement élevés, parfois par des problèmes de division qui peuvent poser des difficultés. Et donc, comment faire en sorte que ces quartiers d'habitat pavillonnaire vivent mieux, mais aussi répondent aux besoins et aux attentes des ménages en matière de logement, et tout cela dans une perspective de transition écologique. C'est ce que nous allons explorer avec vous, Benjamin Aubry. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que fait Yudo à l'heure actuelle ? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Yudo, en fait, on part de cette idée que le pavillonnaire peut évoluer, notamment par l'intermédiaire des habitants et à travers en fait, des petits projets qui soient adaptés à ces tissus urbains. On fonctionne sur 2 pôles. On développe une plateforme donc, avec des outils et donc une application notamment autour de la lecture des PLU et de la démocratisation de l'information sur les règles d'urbanisme pour pouvoir sensibiliser les habitants au potentiel de développement de leur terrain. Et d'autre part, sur un pôle plutôt de la bureau d'études, où en fait on accompagne en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage donc des propriétaires qui souhaitent développer un projet sur leur terrain. Donc en lien souvent avec des architectes maîtres d'œuvre donc, qui vont réaliser les opérations. Sachant que donc, Yudo n'est pas une agence d'architecture à proprement parler, même si on est fondé par des architectes. Et puis aussi, on réalise aussi des études et des travaux pour des collectivités, des institutions qui souhaitent mener des recherches et des actions sur les questions d'évolution de leur tissu pavillonnaire. Quels sont aujourd'hui les territoires sur lesquels vous intervenez et pourquoi vous les avez plus particulièrement ciblés dans cette première phase de développement de Yudo ? Alors aujourd'hui, on travaille surtout sur le territoire de la métropole du Grand Paris, sur donc des différentes communes. Donc auprès d'habitants, on a à peu près une quinzaine de logements en cours donc, qui sont répartis entre Malakoff, les Lilas, Saint-Maur-des-Fossés et d'autres communes. Et par ailleurs, l'application qu'on développe, en fait, a vocation, donc aujourd'hui est opérationnelle en partie dans le Grand Paris. On continue à la développer et a vocation donc à s'élargir sur le territoire national. Aujourd'hui, se développe un concept qui s'appelle le BIMBY en France, donc le Built in my backyard, qui est un clin d'œil au NIMBY, Not in my backyard. C'est l'idée de diviser une parcelle pour construire un nouveau logement dans le fond de jardin, si je puis dire. Notamment, la communauté urbaine du Creusot-Monceau a cherché à développer cette idée sur son territoire dans cet objectif de limitation de l'artificialisation des sols. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ce que vous proposez s'articule avec cette idée du BIMBY aujourd'hui qui est développée ?
Alors, on s'inscrit un petit peu dans cette idée, dans la continuité du BIMBY, avec quelques petites différences, en tout cas avec l'idée d'origine du BIMBY, qui était vraiment justement de la division parcellaire en vue de créer une nouvelle maison. En fait, déjà, le territoire sur lequel on intervient aujourd'hui, qui est celui du Grand Paris, les terrains sont en général beaucoup plus petits et ne sont pas forcément divisibles. On pense qu'en fait, il y a une palette d'actions différentes qui peuvent être menées. Et un des constats aussi qui nous a poussé à réfléchir un petit peu différemment que uniquement la division parcellaire, c'est le coût du foncier, notamment dans le Grand Paris, qui font que ça plombe énormément les opérations. Et une des idées, c'est de se dire, quand on a un propriétaire en place qui a déjà en fait, des droits à bâtir, le fait qu'il possède déjà la charge foncière, ça permet de, s'y faire un investissement, par exemple locatif, ou en tout cas peut-être avec un mix de locatif-vente, ça permet en fait de remettre les moyens en fait dans la qualité, notamment architecturale. D'autre part, l'idée aussi, c'est de se dire que on va vers une transition un petit peu plus vers du mixte entre l'individuel et du collectif, et pas uniquement de la maison individuelle classique. Et par ailleurs, il y a aussi une palette en fait d'actions possibles qui peuvent être évidemment donc la construction neuve, mais aussi beaucoup de questions autour de la surélévation, de l'extension, de l'optimisation d'un existant, par exemple autour d'espaces vacants ou plus ou moins délaissés, tels qu'un garage, une extension, sachant que vous l'avez dit, mais en fait on a aujourd'hui un gros phénomène autour du vieillissement de la population. En Île-de-France, on a plus d'un propriétaire sur deux, un propriétaire de pavillon sur deux, qui est âgé de plus de 55 ans, et une maison sur deux qui est occupée par moins de 2 personnes. Ce qui fait qu'il y a en fait un vrai phénomène en fait, de vieillissement et de décohabitation, et sur lequel on peut essayer d'aller chercher à optimiser déjà un existant. C'est le cas notamment, je pourrais peut-être en parler tout à l'heure, mais d'un projet qu'on fait au Lilas, où on est sur des propriétaires retraités qui ont une maison qui est devenue trop grande pour eux, et dans laquelle on vient créer, en fait, en optimisant une partie du garage et une partie d'une ancienne extension, de nouveaux appartements indépendants, avec une partie de jardin partagé, qui permet notamment donc d'intégrer de la rénovation énergétique, et puis de faire aussi que les propriétaires vont pas forcément, vieillir seuls. Et par ailleurs, ça permet aussi de prendre en compte un certain nombre de charges, en tout cas de les décharger d'un certain nombre de choses qui font que pour l'entretien de la maison, etc., c'est aussi intéressant. Donc, on s'inscrit en tout cas dans cette philosophie globale du BIMBY, qui en plus est un terme intéressant. Mais on pense qu'il y a aussi de multiples façons d'agir, et notamment dans les territoires qui sont déjà tendus, ou avec des parcelles qui parfois ont déjà été divisées par le passé. En fait, c'est un phénomène aussi très récurrent qu'on peut trouver, et qui n'a pas forcément été entre guillemets planifié. Et du coup, vous avez évoqué la question des jardins partagés dans le projet sur les Lilas que vous construisez. C'est aujourd'hui, dans le cadre de l'ambition de réduction de l'artificialisation des sols, qui a été inscrit dans la loi avec la loi climat et résilience adoptée l'année dernière. Comment intégrez-vous cet objectif de limitation de l'artificialisation des sols ? La question des jardins étant souvent un sujet discuté quand on réfléchit au fameux ZAN, zéro artificialisation nette, puisque l'enjeu est bien aussi de maintenir des espaces naturels au sein même des villes et dans ces quartiers d'habitat pavillonnaire. Tout à fait. Et nous, on pense que c'est typiquement, d'ailleurs, c'est à travers ce type d'action qu'on peut combiner cet objectif de ville-jardin, de maintenir, de préserver les jardins, tout en ayant une densification qui se fasse de façon très incrémentale et très douce, à travers des projets qui sont, entre guillemets, des petits projets de entre 2 et 10 logements. Et en fait, on a réalisé, vous en aviez parlé dans l'introduction, on avait réalisé en 2018 une expérimentation à Arcueil avec 8 ménages propriétaires donc, de pavillons, dans laquelle on a testé un petit peu qu'est-ce que ça pouvait donner, cette densification, en tout cas cette intensification d'usage de l'existant.
Et donc ces 8 projets, quand on les cumule ensemble, on a finalement, en fait, déjà dans le respect d'un PLU qui est assez exigeant en matière d'emprise au sol et de conservation des jardins, en moyenne entre 50 et 60% de l'unité foncière doit être conservée en pleine terre. Euh, et, euh, et donc le bilan en fait de ces 8 opérations, avec une population donc multipliée par 3, on arrivait à uniquement utiliser 10%, enfin artificialiser seulement 10% des surfaces de jardin. C'est-à-dire qu'on conserve 90% du jardin. Tout simplement en travaillant presque un petit peu dans la dentelle. Hein. C'est vraiment des projets qui vont venir, comme je le disais tout à l'heure, optimiser un existant, optimiser un garage, faire de la surélévation, faire éventuellement une petite extension où on va récupérer un petit peu on va peut-être démolir une baraque qui n'est pas forcément très qualitative pour récupérer de la pleine terre et remettre une construction neuve à un endroit plus pertinent. Voilà, en fait, les modalités sont multiples. Mais pour nous, c'est parfaitement compatible avec cet objectif de zéro artificialisation nette. Et par ailleurs, ce qu'on entend aussi à travers cet objectif de ZAN, c'est quand même l'objectif d'arrêter d'étaler la ville, de densifier déjà le périmètre qui est déjà urbanisé, qui est déjà en plus équipé en matière de routes, etc. Donc, c'est encore en ce sens, c'est encore plus compatible avec ces objectifs aussi de redonner comment est-ce qu'on peut, dans ces projets-là aussi, remettre un petit peu de densité, on va dire minimum ou critique, qui permet de développer des services et donc de diminuer l'usage de la voiture de façon progressive. Voilà, donc tout ça, en fait, s'inscrit pleinement dans la philosophie de la ville de demain et notamment de cet objectif de zéro artificialisation nette. Oui, vous avez évoqué au travers de vos exemples hein, la capacité que vous créez en termes de production de logements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, la conciliation du ZAN avec la nécessité, le besoin de répondre aux besoins en termes de logement est une question qui est souvent relativement complexe. On a l'occasion de le voir à Espacité hein, quand on accompagne les collectivités dans l'élaboration notamment de leur programme local de l'habitat, puisqu'il faut concilier ces deux ambitions. Comment aujourd'hui pensez-vous qu'on puisse estimer quel est le potentiel avec ce type de projet pour produire du logement pour mémoire, en Île-de-France, là où vous intervenez aujourd'hui, on estime qu'il faudrait produire 70 000 logements par an pour répondre aux besoins. Quelle peut être la contribution du type de projet que vous proposez ? Alors pour nous, c'est des actions qui sont complémentaires avec des modèles plus classiques, disons, de promotion immobilière qui sont pertinentes dans des secteurs à forte mutation, par exemple autour des gares, sur lesquels on peut retrouver vraiment un vrai besoin d'investissement fort et de restructuration, de création d'infrastructures. Mais au-delà, pour créer, on a fait un petit calcul, hein, il y a 1,4 million pavillons en Île-de-France. Pour pouvoir parvenir à ces 70 000 logements par an, il suffirait d'ajouter un logement sur seulement 5% de ces pavillons ou de ces terrains pavillonnaires. Donc ça montre que en fait, le pavillonnaire étant extrêmement omniprésent, en fait, pour nous, c'est vraiment la matière première de la métropole et voire même plus largement des villes en France. Hein, quand même, le pavillonnaire est omniprésent dans nos paysages. Donc, du fait de sa quantité, du fait de sa masse, il suffit d'en ajouter peu pour pouvoir avoir en fait un très grand nombre de logements. C'est juste des logiques qui sont en revanche différentes de la planification habituelle, en tout cas classique, qu'on peut avoir à travers des zones d'aménagement concerté, par exemple, où en fait on ne concentre pas l'ensemble des logements sur un seul et même périmètre. En fait, ils peuvent être un petit peu plus diffus, mais ce qui permet aussi à la ville d'une certaine manière d'évoluer de façon progressive, un petit peu incrémentale. C'est un terme qu'on affectionne beaucoup chez Yudo. Et c'est en ce sens en fait que ça peut être une politique du logement qui peut être assez novatrice et répondre en même temps à ces objectifs de production. Et du coup, vous pensez que donc en volume, vous avez vous voyez une capacité forte en termes de volume, mais l'autre difficulté en Île-de-France en particulier, c'est qu'aujourd'hui, les prix sont très élevés et on le voit encore plus aujourd'hui, sont en forte augmentation. Et du coup, l'enjeu est à la fois de pouvoir loger les gens, mais aussi les loger dans des logements qui soient accessibles financièrement.
Quand on est dans la dentelle, comme ce que vous proposez, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit plus cher et que du coup, ça soit encore moins abordable que ce qu'on arrive aujourd'hui à produire comme logement et qui est trop élevé pour beaucoup de ménages franciliens? Alors en fait, la problématique des prix élevés, c'est notamment lié à la problématique du foncier. Qui a une part de plus en plus importante dans les opérations immobilières. C'est quand même aujourd'hui entre 30 et 50% du prix de revient de l'opération. Donc, et nous, le constat qu'on fait, c'est que quand on a, en fait, une des raisons de cette difficulté à mobiliser du foncier, c'est parce qu'il a été extrêmement démocratisé, diffusé, en tout cas partagé tout au long du XXe siècle, et qu'aujourd'hui, on se retrouve entre guillemets, dans des difficultés par rapport au modèle classique d'acquisition d'une charge foncière et puis de construction de logements. En fait, si on inverse un peu la donne, si on se dit, mais en fait, la charge foncière, il y a des millions de petits propriétaires qui possèdent un terrain, qui pourraient le valoriser sans du coup payer la charge foncière. Et d'une certaine façon, ça peut être une politique qui peut ramener aussi, disons, qui peut baisser le coût du logement. Alors, les projets de construction en soi, oui, on arrive à des coûts qui sont plus élevés que de la promotion classique, parce qu'on est, comme vous le disiez, sur des sujets un peu presque de dentelle, donc avec des coûts plus importants. On dégage pas les mêmes volumes aussi, donc il y a forcément plus de, disons, plus de coûts. Cependant, en fait, si vous regardez, pour le propriétaire, ça lui coûte finalement moins cher. Donc, par rapport au marché, on peut imaginer aussi des mécanismes qui font que s'il y a une politique publique qui pourrait soutenir ça, ou à travers des politiques d'aide, de financement, mettre en place des mécanismes qui permettraient de fixer des coûts plafonds de vente ou même de loyer. Puisque en fait, les marges sont telles pour un propriétaire qu'on peut imaginer justement moduler ça à la baisse. Et plus largement, en fait, ça peut générer un choc de l'offre si tout cela se massifie, et d'une certaine manière aussi baisser le coût du logement grâce à ça. Mais du coup, par rapport à cette idée de pouvoir justement plafonner les prix, vous pensez que les pouvoirs publics devraient, d'une manière ou d'une autre, s'emparer du sujet et aider ces projets, ou faire en sorte, en tout cas, qu'ils soient régulés? Comment est-ce que vous voyez justement la place des pouvoirs publics pour contribuer à faire en sorte que ces projets se réalisent dans de bonnes conditions? Alors nous, on est absolument convaincus qu'il y a un vrai enjeu de mener des politiques publiques en faveur de cette transition et de cette densification douce des quartiers pavillonnaires qui appellent à d'autres modèles économiques. On voit par exemple aujourd'hui, les politiques publiques sont plutôt en faveur de l'investissement dans la promotion classique, par exemple à travers le Pinel ou d'autres dispositifs plus anciens comme Robien, etc. L'idée pour nous, ce serait de se dire comment aujourd'hui, l'un des freins qu'on peut constater quand on a un propriétaire qui veut investir sur sa parcelle pour créer des logements. Alors, il y a un certain nombre de freins aujourd'hui de juridiques, mais je ne vais pas forcément détailler tout ça, mais ça va être le manque de fonds propres. Les projets peuvent être très rentables et fonctionner pour le propriétaire en matière d'effort d'épargne, c'est-à-dire ce qui lui reste à payer après encaisser les loyers ou une partie de la vente. Le problème, c'est que généralement, il va lui manquer des fonds propres pour pouvoir démarrer l'opération, et notamment sur la partie études en amont, et ça, c'est un des éléments de blocage. Donc on se dit qu'il y a déjà peut-être une politique d'aide au niveau du démarrage, comme en fait il en existe beaucoup aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial, où avec la BPI, par exemple, vous pouvez bénéficier, quand vous avez un projet qui va donc créer de la valeur, d'aide pour la trésorerie en amont pour pouvoir démarrer le projet. Et donc on se dit qu'il y a un vrai enjeu autour de ça qui pourrait d'une certaine façon se supplanter au Pinel, ou en tout cas être quelque chose de différent et en matière de politique publique. Et puis d'autre part, il y a aussi quelque chose de l'ordre du signal. On pense que c'est des opérations qui doivent être cadrées, qu'il faut qu'il y ait un cadre légal. Aujourd'hui, c'est un peu flou. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui est en propriété physique, ce qui est la majorité du temps le cas dans les pavillons, ce qui veut réaliser un projet, on est sur un flou. S'il souhaite réaliser un projet, soit en fait par exemple avec d'autres personnes qui pourraient investir avec lui, il faut transférer le bien dans une SCI, donc il y a tout un micmac qui peut être un peu compliqué. Et ce qu'on propose, nous, c'est de créer en fait un statut qu'on appelait statut de micro-promoteur ou micro-constructeur,
qui permettrait à la fois de faire un effet signal, de créer un cadre juridique euh, pour ces porteurs de projets qui transforment, qui partent de leur résidence principale ou de leur maison pour créer des nouveaux logements, et qui serait aussi un encadrement dans lequel en fait vous êtes, vous en tant que particulier, porteur ou maître d'ouvrage, vous avez des obligations légales, vous avez des obligations d'un certain nombre de respect de normes de qualité. Et donc l'idée, ce serait notamment que ce statut, enfin en tout cas la création de projets à travers ce statut, soit affiliée par exemple à l'obligation de recours à un architecte pour garantir la qualité de l'opération. Et donc voilà, c'est un peu ces deux versants. La première chose, donc création d'un statut de micro-promoteur pour cet effet signal et aussi un cadrage, un cadre juridique. Et puis d'autre part, des aides au niveau du financement qui peuvent être à travers de la subvention ou à travers du prêt à taux zéro ou à travers d'autres des dispositifs multiples. Il y a plein de façons de le faire, d'autant plus que cette aide, elle pourrait être récupérée par ailleurs par la suite. Donc c'est vraiment une aide à l'investissement en fait. C'est une aide à l'investissement, tout à fait. Et vous avez évoqué donc les freins économiques qu'il peut y avoir à ce type de projet, éventuellement les freins juridiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des freins liés aux voisins, puisque les projets que vous proposez ont vocation justement à être portés par les propriétaires eux-mêmes? Ça fait vraiment partie de la philosophie de vos projets, mais on sait que parfois les voisins ne sont pas forcément toujours très favorables à, par exemple, la surélévation de la maison. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur cette question-là et aussi eu des expériences concrètes dans les projets que vous avez développés? Alors, jusqu'à maintenant, on a eu 0 recours sur l'ensemble des projets qu'on mène. Donc, et ce qui est plutôt avantageux, c'est qu'on est quand même sur des projets, comme je disais encore une fois, de dentelle, sur lesquels déjà qui sont portés par les habitants. Donc, il y a en général un petit peu d'échange avec les voisins en amont et qui sont, contrairement à des projets, on va dire, de promotion plus classiques qui peuvent arriver un peu comme un éléphant dans un quartier pavillonnaire parce qu'on va racheter 8 pavillons, tout démolir pour essayer de construire un maximum. Là, on n'est pas contraint par cette logique de maximum. C'est-à-dire qu'on peut très bien simplement rajouter un niveau, 2 niveaux. Aussi, le gros avantage, c'est que c'est des projets donc, de dentelle qui permettent de conserver les qualités de l'existant, donc à travers de la rénovation, à travers l'optimisation, mais aussi le végétal. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre en compte la présence d'un arbre, d'un patrimoine particulier. Et donc, c'est des projets d'une certaine façon qui sont beaucoup plus, qui sont fins et de cette façon-là beaucoup plus acceptés par le voisinage. Et je rajouterais aussi une chose, c'est qu'on peut le constater, par exemple, dans certains secteurs où en fait un propriétaire voit son voisin faire ça, ça lui donne lui-même l'idée de le faire. Donc, il y a vraiment un effet d'entraînement assez important qui peut être aussi entre les voisins, en fait, de réaliser des projets de ce type. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas de recours. Alors, je ne dis pas qu'on n'en aura pas, mais disons que il y a une forme de quelque chose de doux et beaucoup plus accepté par le voisinage à travers ce type de projet de densification. Du coup, votre conviction, c'est que aussi, si je comprends bien, voilà, le fait que les personnes soient par elles-mêmes impliquées, vont dialoguer avec leurs voisins et vont faire en sorte que ça va mieux se passer et quelque part vont construire ensemble avec cette idée aussi potentiellement de pouvoir essaimer, donner des idées à ses voisins. Quelque part, ce que vous proposez au travers de vos projets, c'est une nouvelle manière de faire la ville, de faire évoluer la ville. Tout à fait. C'est pour nous ce qui nous motive vraiment le plus, c'est qu'on a le sentiment qu'on touche un peu du doigt une sorte de nouvelle presque politique publique qui peut y avoir, enfin en tout cas de nouvelles façons de fabriquer la ville, qui n'est pas finalement si nouvelle parce qu'on se réfère beaucoup à l'idée que le pavillonnaire, c'est un peu le potentiel des faubourgs d'hier qu'on peut voir, c'est-à-dire que c'est un tissu qui a une très grande mutabilité, qui en fait peut muter de façon progressive dans le temps, avec une histoire. C'est ça qu'on peut trouver beau, par exemple, dans des faubourgs, dans des centres-villes, des cœurs de ville. Il peut y avoir des acteurs multiples qui participent à la construction de la ville. C'est pas uniquement le monopole d'un seul type d'acteur. Et du coup, dans lequel
on pense qu'il y a aussi un sujet d'émancipation citoyenne. En fait, si on s'inscrit plus largement dans l'histoire, on se dit que finalement la propriété foncière, elle est très récente. En tout cas, démocratisée, elle est très récente. La propriété foncière, jusqu'au début du XXe siècle, c'était le monopole de grands propriétaires, en tout cas de la grande bourgeoisie, la noblesse, du clergé, etc. Et qui ont d'ailleurs contribué à façonner les villes anciennes, en tout cas les cœurs de ville. Et d'une certaine façon, on se dit qu'il y a là un vrai sujet d'émancipation citoyenne, d'émancipation aussi de la classe moyenne, parce que finalement, le foncier, enfin le terrain, c'est un capital évolutif qu'on peut faire croître, et que en fait cette distribution massive de la propriété foncière qui a eu lieu tout au long du XXe siècle à travers des politiques publiques, enfin, notamment la loi Loucheur en 1928, qui était le premier vraiment acte très fort autour de la démocratisation de l'accès à la propriété. En fait, c'est un peu finalement le second temps de la ville, c'est de se dire, maintenant qu'on a démocratisé la propriété, incitons tous ces petits propriétaires à faire évoluer leur patrimoine, à contribuer à la fabrication de la ville. Sachant que dans cette logique où le foncier, c'est quand même un peu la clé, posséder le foncier, c'est la clé de tout projet, de toute fabrication urbaine, et d'une certaine façon, donc ça invite à repenser un peu nos façons de fabriquer et d'impliquer les citoyens et les habitants. Est-ce que vous pourriez revenir aussi un peu sur cette idée on évoque souvent l'idée de faire la ville sur la ville. Vous aviez évoqué l'idée de recycler. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler ce que vous mettez derrière cette notion de recyclage ? Alors, il y a un terme qu'on aime bien, qui est plutôt aujourd'hui employé pour les tissus ou pour les objets, qui est le terme d'upcycling. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu ce qu'on fait à travers Yudo, c'est un peu l'upcycling immobilier. Où en fait, le principe de l'upcycling, c'est de venir récupérer un objet ou un objet qui est pas forcément sous-utilisé ou qui peut être considéré comme un déchet, pour en fait le retransformer, l'optimiser, le revaloriser. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu ce qu'on fait à travers les projets de Yudo. C'est revaloriser des pavillons qui sont sous-utilisés, c'est repenser un existant, et lui donner une nouvelle vie, et que ça peut passer, comme je le disais au départ, à travers la surélévation, l'optimisation de l'existant, de l'extension, etc. Merci beaucoup pour toute votre présentation très riche. Traditionnellement, à Espacité, dans nos podcasts, nous vous posons une question pour finir. Si vous deviez faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause pour vous ? Alors, je vais dire peut-être quelque chose d'un peu surprenant. Peut-être si je devais passer de l'autre côté du mur, je ferais... en fait, aujourd'hui, on a une problématique principale à travers ces projets, c'est la question du stationnement, qui est un des freins principaux, ce qui font que sur des petits terrains, on a des difficultés à répondre à cette obligation de faire 1-2 places de parking par logement. C'est juste impossible. En gros, ça veut dire que très souvent, on se retrouve dans des difficultés pour réaliser ces opérations. Et il y a parfois des possibilités en fait, d'acquisition de places de stationnement dans un rayon de 300 mètres en moyenne. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour ça. Et moi, je suis assez convaincu que la question de la mobilité doit être repensée de façon un peu plus collective. On doit petit à petit passer d'une transition vers la mobilité uniquement individuelle à une mobilité plus collective, et qui aurait l'idée aussi, notamment, en fait, sans être dans quelque chose où on jetterait la voiture à la poubelle, ce serait en fait de se dire comment est-ce qu'on peut imaginer des sites avec des petits parkings de proximité qui permettraient de redonner du souffle à des petites opérations sur des terrains de taille moyenne, de taille pavillonnaire entre 200 et 600 mètres carrés. Et donc peut-être un des projets entrepreneuriaux, je pense que je ferais, ce serait de créer une sorte de société spécialisée dans ces parkings, dans la réalisation de parkings en réseau de proximité, parce que c'est aujourd'hui un élément qui manque énormément
et de désindividualiser la question du stationnement. Et qui serait du coup un levier pour agir sur l'habitat pavillonnaire. Exactement, c'est en fait un des leviers extrêmement importants pour pouvoir faire en sorte que des projets de petits immeubles de taille intermédiaire, qui aujourd'hui n'existent pas ou qu'on fait uniquement dans les centres-villes, puissent voir le jour dans des quartiers pavillonnaires. Merci Benjamin pour cet échange très riche. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. Et à bientôt à l'occasion d'un nouveau podcast Faire les murs par Espacité. Merci beaucoup.